Bonjour, est-ce que vous arrivez à m'entendre, s'il vous plaît? Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Oui, très bien. Donc, aujourd'hui, on va continuer toujours avec l'exploration biochimique de la digestion et l'absorption. Donc, premièrement, d'abord, ce chapitre d'exploration biochimique de la digestion et de l'absorption, donc c'est un chapitre qui a été avancé par rapport aux autres cours, par, suite à c'est une question de disponibilité d'enseignants, premièrement. Deuxièmement, l'exploration de la digestion et de l'absorption donc fait intervenir donc ces deux mécanismes, digestion et absorption, ces deux processus physico-chimiques, donc font intervenir trois organes, le pancréas exocrine, l'estomac et l'intestin. La fois passée, on a vu ensemble l'exploration du pancréas exocrine. Aujourd'hui, on va voir l'exploration biochimique de l'estomac et de l'intestin. Donc, dans le tube digestif, les aliments subissent une série de dégradations mécaniques et chimiques qui les modifient en éléments nutritifs. Ces produits résultant de la digestion, donc c'est la digestion, sont suffisamment petits pour traverser la paroi intestinale et passent ainsi dans le sang, dans la lymphe, c'est l'absorption. Donc, on va commencer d'abord par le rôle de l'estomac, puis de l'intestin dans ce processus. Donc, l'estomac, son rôle, c'est de commencer la digestion acide des aliments suite à la production du suc gastrique et de se protéger de l'acidité gastrique suite à une production de mucus. Le suc gastrique, c'est une sécrétion digestive transformant les aliments en chyme. Donc, la première transformation, c'est en chyme semi-liquide acceptable par l'intestin grêle. Ce liquide, il est incolore et très acide, se compose d'HCl, de protons, qui sont produits par les cellules pariétales, d'enzymes principalement de pepsinogènes, donc synthétisée et produite sous forme de proenzyme inactive qui va s'activer en pepsine en milieu acide. Donc, c'est une enzyme qui est produite par les cellules principales de l'estomac, de potassium, de sodium, de bicarbonate et principalement de mucus produit par les cellules à mucus, donc qui sert pour la protection contre l'acidité. Donc, il faut noter que la sécrétion d'HCl donc, va rendre ce suc acide. Donc, le pH de l'estomac à jeun, il est inférieur à 1 jusqu'à 30. En postprandial, il y aura l'effet tampon de la nourriture et le pH, il peut augmenter jusqu'à 3, 4, voire même 5. Les sécrétions d'enzymes, comme on a dit, c'est la pepsine qui est la plus importante des enzymes protéolytiques. Elle est sécrétée sous forme de proenzyme inactive nommée de pepsinogène. Donc, elle est activée uniquement à pH acide. Son activation, elle peut se faire par une réaction lente lorsque le pH entre 3 et 5, donc, ou bien une activation par réaction rapide lorsque le pH est inférieur à 3. Le plus important, c'est de savoir la régulation de la sécrétion de ce suc gastrique qui contrôle de 3 facteurs qui sont la gastrine, l'acétylcholine et l'histamine. La gastrine, elle est produite par les cellules endocrines. L'acétylcholine, libérée par la stimulation du nerf vague, donc le système nerveux, et l'histamine, produite par les cellules entérochromaffines des glandes gastriques. Donc, c'est une libération sous l'action de la gastrine. En fait, cette régulation, elle passe, comme dans le cas du pancréas exocrine, par 3 phases. Une phase céphalique, gastrique et intestinale. La phase céphalique, lorsqu'on dit une phase céphalique, on parle du repas fictif. Donc, l'odeur, la vue, la mastication de la nourriture va activer le système parasympathique qui, à son tour, via le nerf vague, va entraîner la libération de l'acétylcholine. Donc, cette dernière, l'acétylcholine,
Donc, elle va exercer une action directe sur les cellules pariétales, donc production d'HCl, et principale production de pepsine, et les cellules à mucus, donc production de mucus. Donc, le repas s'active par activation du système parasympathique, va stimuler la production d'HCl, de pepsinogène et de mucus. La phase gastrique de la sécrétion acide, dans cette phase, il y aura une stimulation de 80% de la sécrétion du suc gastrique suite à la présence de la nourriture dans l'estomac. Donc, par réflexe de distension de l'estomac, il y aura la libération de l'acétylcholine via le nerf vague et de la gastrine. Donc, la gastrine, elle va stimuler les sécrétions des cellules principales et pariétales, donc HCl et pepsinogène. Donc, l'arrivée de la nourriture provoque une sécrétion réflexe de la gastrine par les cellules G, car il n'y a pas de sécrétion de gastrine lorsque le pH de l'estomac est trop bas. On a dit que le pH de l'estomac à jeun est très bas, entre 1 et 3, et donc, suite à l'arrivée des aliments dans l'estomac, donc il y aura l'effet tampon de cette nourriture, il y aura une certaine augmentation du pH jusqu'à qu'il arrive à 5. Donc, c'est le pH optimal pour qu'il y ait une sécrétion de la gastrine. Une fois synthétisée et sécrétée, il y aura l'effet de la gastrine qui stimule la sécrétion d'HCl et de pepsinogène pour qu'il y ait transformation des aliments en chyme acceptable par l'intestin. Donc, l'arrivée de la nourriture du chyme dans le duodénum déclenche la libération d'hormones, et les deux hormones synthétisées libérées par l'intestin, par le duodénum, c'est bien la sécrétine et la cholécytokinine. On a dit que la sécrétine et la cholécytokinine, ce sont deux hormones synthétisées par l'intestin, par le duodénum, qui sont impliquées dans la régulation de sécrétion du suc pancréatique, pancréas exocrine, et aussi il exerce un feedback négatif sur l'acidité gastrique. Donc, à ce niveau-là, au niveau de la phase intestinale, il y aura l'effet feedback négatif. Moins rapide, on est limité dans le temps, monsieur. Très bien. On passe aux moyens d'exploration. Donc, le bilan biochimique est d'intérêt limité dans le diagnostic des pathologies gastriques, à savoir que la radiologie et l'endoscopie restent les investigations assurant des informations intéressantes. Donc, on peut faire utiliser deux moyens d'exploration, soit l'étude du suc gastrique avec ou sans stimulation, ça veut dire soit on va faire une aspiration du suc gastrique, on va l'étudier, soit on va stimuler d'abord par une substance exogène la production du suc gastrique, telle que la pentagastrine, donc c'est une molécule chimique synthétique. On va stimuler la production du suc gastrique, aspiration, puis étude. Donc, on peut faire l'étude sans ou avec stimulation. Ou bien, on peut faire le dosage de la gastrinémie, le dosage de la gastrine sanguine. Donc, dosage de la gastrinémie, elle doit se faire chez un sujet à jeun. Donc, le prélèvement, c'est du sang veineux recueilli sur tube avec anticoagulant. Donc, c'est un dosage plasmatique. La méthode utilisée, c'est une technique radio-immunologique ou bien chimie-luminescence. Et la valeur normale doit être inférieure à 160 nanogrammes par litre. Donc, les pathologies. Est-ce que vous avez des questions concernant la première partie? Donc, on a dit que l'estomac, c'est un organe qui est impliqué dans la digestion et l'absorption. Donc, la digestion commence dans l'estomac. Donc, le rôle de l'estomac, c'est de commencer la digestion grâce à la production du suc gastrique et l'autoprotection par production du mucus. Donc, le suc gastrique, c'est un liquide qui est très acide, contrairement au suc pancréatique qui est
alcalin, qui est du pH alcalin. Il est constitué d'HCl, de pepsinogène, de mucus et d'électrolytes. Donc, la production de ce mucus, de ce suc gastrique passe par trois phases, une phase céphalique, une phase gastrique et une phase intestinale. 80% de sécrétion s'observe pendant la phase gastrique. Donc, ce suc est sous contrôle de plusieurs molécules, notamment la gastrine, produite par les cellules G, les deux hormones sécrétine et cholécystokinine, et sous contrôle de l'acétylcholine et de l'histamine aussi. Pour les pathologies de l'estomac, on peut assister à deux sortes de pathologies, soit l'hyperchloridrie, soit l'hypochloridrie. L'hyperchloridrie, ça veut dire qu'il y a une augmentation du débit acide libre. On a beaucoup d'acide dans l'estomac. Donc, elle peut être une hyperchloridrie modérée, ça s'observe dans les ulcères duodénaux et pyloriques, soit des hyperchloridries importantes, c'est le syndrome de Zollinger-Ellison. Donc, le débit acide dans ce cas-là, basal, il est très élevé, non modifié sous stimulation, et la gastrémie, elle est trop élevée. Donc, ce qui permet de poser le diagnostic de certitude. Les hypochloridries, par contre, se sont caractérisées par une diminution du débit acide libre avec une diminution du volume et augmentation du pouvoir tampon. Donc, le débit acide, il est très bas. Donc, le volume du suc, il est bas et le pouvoir tampon, il est très élevé. S'observe dans les ulcères gastriques et les gastrites atrophiques ou l'hypochloridrie en situation basale est trop élevée qu'après stimulation. Ça veut dire qu'on a une hypochloridrie, même si on va stimuler la sécrétion acide, il n'y aura pas une augmentation de la chloridrie du suc gastrique. La troisième pathologie qu'on peut la rencontrer aussi, c'est achloridrie. Donc, il n'y a pas d'HCl, liée à la disparition des cellules pariétales. Donc, la sécrétion basale est alcaline. Donc, c'est un déficit en acide et pouvoir tampon, même après stimulation. Donc, ça, c'est grosso modo, c'est les étiologies. On va voir l'ulcère gastro-duodénal. L'ulcère gastro-duodénal, c'est des lésions des zones squameuses, donc sont le résultat d'une surexposition à l'acidité gastrique. Donc, ce sont des zones non naturellement protégées. Donc, les lésions des zones glandulaires sont dues à un défaut de protection de la muqueuse, donc une surproduction à l'acidité par défaut de protection, donc par défaut de mucus. L'ulcère duodénal, c'est une hypersécrétion chloridropepsique. Sur le plan biologique, se caractérise par un taux de pepsinogène sérique qui est trop élevé, donc multiplié par un facteur de 2,5. L'ulcère gastrique, c'est une diminution de la résistance de la muqueuse gastrique. Donc, l'ulcère duodénal, c'est une hypersécrétion d'HCl. L'ulcère gastrique, c'est un problème de protection, de résistance de la muqueuse gastrique. C'est un problème dans la production de mucus. Biologiquement, se caractérise par un débit acide spontané ou après stimulation qui reste dans les limites physiologiques ou même diminuées. Donc, la production acide dans l'ulcère gastrique, c'est une production, on peut dire entre guillemets, production plus ou moins normale. Donc, c'est un problème dans la résistance de la muqueuse, dans la protection. Contrairement à l'ulcère duodénal, malgré qu'il y a une protection normale, mais c'est un problème de sécrétion d'HCl. Le syndrome de Zollinger-Ellison, donc c'est une tumeur endocrine duodéno-pancréatique qui sécrète une quantité importante de gastrine. Le débit acide libre basal est trop élevé, supérieur à 15 millimoles. Le diagnostic se fait par dosage immunologique de la gastrémie basale qui se trouve 2 à 10 fois la normale. Donc, le syndrome de Zollinger-Ellison, donc c'est une tumeur qui produit une quantité trop importante de gastrine. Et la gastrine, elle stimule la synthèse d'HCl et la synthèse de pepsinogène. Donc, elle stimule la sécrétion du suc gastrique. Acide, donc c'est une sécrétion, stimulation non contrôlée de la sécrétion du suc gastrique, donc une acidité importante. Donc, ça, c'est pour l'estomac. Donc, on a dit que
le premier organe impliqué dans la digestion et l'absorption, c'est bien l'estomac. Maintenant, on va passer à l'intestin. Donc, avant de passer à l'intestin, est-ce que vous avez des questions concernant cette partie qui est l'estomac? Donc, on passe à l'intestin. Donc, sur le plan anatomique, vous connaissez que l'intestin est constitué de 3 parties, le duodénum, le jéjunum et l'iléon. Donc, chacun est caractérisé par une longueur bien spécifique et une fonction bien déterminée concernant l'absorption, telle que le duodénum, c'est l'absorption des glucides, de l'eau et des électrolytes. Le jéjunum, c'est une partie donc impliquée dans l'absorption des glucides, d'acides aminés, des lipides. C'est le lieu des mouvements hydroélectrolytiques. Et l'iléon, donc spécifique pour l'absorption de la vitamine B12 et des sels biliaires. Donc, le rôle de l'intestin, c'est clair, c'est la digestion. Donc, c'est l'ensemble des mécanismes physico-chimiques de dégradation des aliments, donc en éléments nutritifs plus simples. L'absorption des produits de la digestion, des médicaments. Donc, il a une activité motrice, donc qui va permettre la progression du chyme dans le tube digestif, une fonction endocrine par la sécrétion d'hormones, et on a parlé de la cholécystokinine et de la sécrétine, un rôle immunologique, donc qui constitue une barrière aux germes introduits par les aliments. Donc, la digestion et l'absorption sont indissociables. Le duodénum, c'est le déversoir des sécrétions pancréatiques et biliaires. On a dit que le pancréas débauche dans le duodénum. Donc, les sécrétions de l'intestin, donc, sont des hormones. On a la cholécystokinine, la sécrétine, le glucose insulinotropique peptide et la vasoactive intestinale peptide. Donc, chacune des hormones sécrétées par un type cellulaire spécifique. Sa sécrétion est stimulée par des aliments bien déterminés et leur action aussi, donc, elle est très spécifique. Donc, le tableau résume les hormones qui sont synthétisées par l'intestin, les cellules donc, responsables de cette sécrétion, donc les aliments qui stimulent la sécrétion de ces hormones et l'action de l'hormone. Donc, le plus important, c'est de faire l'étude du suc intestinal. Donc, le volume du suc intestinal, il varie de 1 à 3 litres par jour. Caractérisé par un pH alcalin, il comprend le mucus intestinal qui permet la protection contre l'action digestive de l'HCl et pepsine qui provient de l'estomac, constitué d'H2O, d'électrolytes, bicarbonate, sodium, potassium, chlorure, calcium et fer, et des enzymes glycolytiques, lipolytiques et protéolytiques qui vont permettre la digestion. La digestion intestinale se déroule en 3 phases. On a la digestion extracellulaire, membranaire et intracellulaire. La digestion extracellulaire se déroule dans la lumière intestinale et fait appel aux différents sucs digestifs, surtout pancréatiques, et conduit à des petites molécules. Donc, se fait dans la lumière. La digestion membranaire, elle le fait des enzymes de la bordure en brosse qui se trouvent dans l'intestin et aboutit à des oligomères ou des monomères. La digestion intracellulaire, assurée par des enzymes cytoplasmiques ou lysosomiales de la cellule absorbante. Donc, la digestion des aliments, elle peut se faire en fonction de leur état, soit en extracellulaire dans la lumière, donc elle fait appel au suc pancréatique, soit membranaire suite à la présence des enzymes de la bordure en brosse, donc soit une digestion intracellulaire, donc une fois la cellule elle absorbe l'élément nutritif, donc il va subir à l'intérieur de la cellule une autre digestion par des enzymes qui se trouvent soit dans le cytoplasme, soit dans des lysosomes. Donc l'arrivée du chyme gastrique dans le duodénum,
il va entraîner la sécrétion de plusieurs substances par différents organes. Donc ça, c'est le résumé donc, de tout ce qu'on a vu auparavant. Donc, il va provoquer des sécrétions hydrobicarbonatées, donc qui proviennent soit du suc pancréatique, soit des sécrétions biliaires, donc ce qui va permettre la neutralisation du pH duodénal, donc rendu acide par le contenu gastrique. Donc, lorsque le chyme gastrique il arrive au duodénum, donc tout à fait normal qu'il y aura un effet tampon qui va entraîner une certaine diminution du pH intestinal, parce que le chyme, il arrive avec le suc gastrique. Le suc gastrique, il est acide. Donc, ceci va provoquer une sécrétion hydrobicarbonatée dont le but, c'est de remettre le pH, de neutraliser le pH qui est rendu acide. Donc, ceci doit se faire donc, par le suc pancréatique et les sécrétions biliaires. Aussi, il va provoquer la sécrétion des sécrétions enzymatiques de protéases, de lipases, d'amylases et des nucléases, donc qui vont permettre la digestion des lipides, des protéines et des glucides. Donc, ces enzymes sont sécrétées toujours par le pancréas exocrine et aussi stimulées par l'intestin. Donc, ce sont des enzymes qui proviennent dans le suc pancréatique et aussi qui se trouvent dans l'intestin. Aussi, le chyme gastrique, lorsqu'il arrive au duodénum, il va provoquer la sécrétion des sels biliaires, donc qui vont permettre la digestion et l'absorption des lipides sous forme de micelles. On passe à l'absorption. L'absorption, c'est le passage des aliments à travers la cellule absorbante pour passer dans le sang ou dans la lymphe. Il peut s'agir soit d'une absorption par voie paracellulaire, à travers des jonctions intercellulaires, soit une absorption par voie transcellulaire. Dans ce cas-là, il peut s'agir soit de diffusion passive, soit de transport actif, soit de diffusion facilitée. Donc, j'espère que vous connaissez c'est quoi diffusion passive, c'est quoi transport actif et c'est quoi diffusion facilitée. C'est clair, vous n'avez pas de questions concernant cette partie avant d'entamer l'exploration et les pathologies. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dès maintenant. Est-ce que vous avez des questions? Non, ça va? Pas de questions. Donc, on termine. Très bien. L'exploration biochimique de l'intestin. Le but, c'est de dépister des troubles intestinaux et distinguer entre les différents types de diarrhée. Ça veut dire chercher l'étiologie. Donc, pour ce faire, on utilise des épreuves dynamiques. Donc, test au déglucose, au déxylose, pardon, le test de Schilling et le test de surcharge en lipides. Très bien. Donc, le test au déxylose. Donc, le déxylose, c'est un ose. Donc, il va permettre de rechercher une malabsorption au niveau duodéno-jugénal, donc qui est le siège de l'absorption du déxylose. Le test de Schilling recherche une malabsorption à la vitamine B12 au niveau du lion et le test de surcharge en lipides, donc à la trioline et l'acide oléique. Donc, pour le test de déxylose, donc c'est un examen simple qui se réalise dans la chambre du patient, qui doit être à jeun depuis 12 heures, donc faire vider la vessie du patient avant l'examen, donc toute une préparation pour le patient. On fait une ponction veineuse qui sert de temps témoin, T0, donc pour le dosage du déxylose, faire ingérer au patient 25 g de déxylose dissous dans 500 ml d'eau, et on va récolter les urines pendant 5 heures pour doser la xylosurie. Donc, et on fait une ponction veineuse pour doser la xylosémie. Un résultat normal se caractérise par une xylosémie, le xylose sanguin à T120 après 120 minutes, donc entre 30 et 75 mg par 100 ml. Une xylosurie 5 heures après
donc de 5 à 8 grammes par 5 heures. Donc, ce qui représente 20 à 35% de la dose ingérée. Donc, grosso modo, on va préparer le patient qui doit être à jeun. On va faire une ponction veineuse à T0. Donc, on fait ingérer au patient la quantité adéquate de dexylose, 25 grammes dans 500 millilitres. On récolte les urines 5 heures après. Chez un sujet normal, 5 heures après, la quantité d'uxylose dans les urines représente 20 à 35% de la dose ingérée. Ceci, c'est un témoin que le xylose il a été correctement absorbé et éliminé par voie urinaire. Le résultat pathologique, la réponse est diminuée dans le syndrome de malabsorption, dans les entéropathies, les élites et les héliocolites. Ça veut dire 5 heures après, si on dose le xylose dans les urines, on ne trouve pas une quantité de 20 à 35%. On peut trouver 0%, 10%, 5%. Donc, c'est un test négatif. Donc, la réponse est normale en cas de malabsorption d'origine pancréatique. Donc, si la malabsorption est due à des entéropathies, des élites, des héliocolites, donc c'est des pathologies qui touchent la muqueuse intestinale. Ça veut dire qu'on ne peut pas absorber le xylose. C'est dans le mécanisme de l'absorption. Donc, dans ce cas-là, le test il est négatif. Le test il est normal, c'est la malabsorption est d'origine pancréatique. Donc, c'est un problème dans les enzymes du suc pancréatique parce que le xylose, c'est un os simple qui va être directement absorbé. Donc, si le patient il souffre d'un syndrome de malabsorption, donc si je fais le test au dexylose, il sera négatif. Ça veut dire que c'est un problème dans la muqueuse intestinale. Il est positif normal, ça veut dire que c'est un problème d'origine pancréatique. Le test de Schilling donc, explore l'absorption de la vitamine B12 au niveau de l'ilion terminal. Donc, l'absorption de cette vitamine nécessite la présence d'un cofacteur, d'un autre facteur, c'est qui est sécrété par l'estomac, qui est le facteur intrinsèque. Donc, une malabsorption peut ainsi orienter sur une pathologie liée à un défaut de facteur intrinsèque ou une maladie héliale. Donc, il ne faut pas que le patient ait reçu dans les 8 heures précédentes de la vitamine B12. Donc, le protocole, il est simple, mais il est de moins en moins utilisé. Il consiste en l'ingestion et l'injection de cobalamine. Donc, à T0, après avoir vidé la vessie, donc faire ingérer une capsule de vitamine B12 marquée au cobalt 58, à T plus 30 minutes, donc une demi-heure après. Donc, on fait ingérer une capsule de la vitamine B12 marquée au cobalt 57 additionnée au facteur intrinsèque. Donc, 58 seul, donc vitamine B12 avec le cobalt 58 seul. 30 minutes après, la vitamine B12 marquée au cobalt 57 plus facteur intrinsèque. Et AT plus 120 minutes, faire une injection intramusculaire de 100 microgrammes de vitamine B12 froide, c'est-à-dire sans marqueur. Et on va recueillir les urines dans 10 minutes. Donc, 24 heures sur 24 heures et G2. Recueillir les premières urines de la journée dans un récipient et les envoyer au laboratoire. Donc, chez un sujet normal, on va assister à une excrétion de 8 à 40 minutes, à 40% pardon, de la vitamine B12 dans les 24 heures. Un taux bas de vitamine B12 marqué à 57 et 58 signe une malabsorption intestinale. Donc, c'est les deux taux de la vitamine B12 57 et 58. Les deux taux sont bas, donc c'est un problème intestinal dans l'ilion. C'est uniquement un taux bas de la 58 oriente vers une maladie de Bierre-Mère. Parce que la 58, donc c'est la vitamine B12 seule. Ça veut dire si on donne la vitamine B12 seule, l'ilion ne peut pas l'absorber par manque de facteurs intrinsèques produits par l'estomac. Donc, c'est ce qu'on appelle l'anémie de Bierre-Mère. C'est un défaut dans le facteur intrinsèque. Donc, si on assiste à un taux bas de la vitamine B12 57 qui a été ingérée avec le facteur intrinsèque, dans ce cas-là, le problème, c'est un problème dans l'ilion. Donc, les pathologies, on a 3 pathologies importantes, syndrome de malabsorption, maladie cœliaque et maladie de Crohn. La malabsorption
Donc, peut être sélective ou globale. Trois principales causes. Soit c'est une maldigestion intraluminale, donc c'est un problème dans la digestion au niveau de la lumière intestinale, donc qui va influencer l'absorption. Soit c'est un phénomène de malabsorption, donc problème dans la muqueuse, soit une obstruction lymphatique. Donc la maldigestion intraluminale, les causes les plus fréquentes sont l'insuffisance pancréatique, les maladies hépatobiliaires et la prolifération bactérienne intraluminale. La malabsorption, lorsque la muqueuse est endommagée, elle ne peut pas effectuer son rôle d'absorption, c'est les entéropathies. Et l'obstruction lymphatique, lorsque les canaux lymphatiques sont obstrués, cela modifie le transport de certains éléments vers la circulation systémique après qu'il ait été absorbé par une muqueuse d'aspect normal. La maladie cœliaque, donc c'est une entéropathie auto-immune induite par l'ingestion de gluten chez des sujets génétiquement prédisposés. Le gluten, c'est des protéines des farines de blé, d'orge, de seigle qui renferment de la gliadine qui peut être toxique pour les villosités. Sur le plan anatomique, il s'agit d'une atrophie villositaire et sur le plan clinique, c'est un syndrome de malabsorption. La maladie de Crohn, c'est une maladie inflammatoire intestinale chronique qui peut atteindre tous les segments du tube digestif de la bouche jusqu'à l'anus, donc caractérisée par des signes digestifs de malabsorption, donc diarrhée, douleur abdominale, manifestation anale et périanale. Les signes extra-intestinales, donc le diagnostic, il reste difficile, il est posé en association avec le contexte clinique, les perturbations biologiques et des marqueurs sérologiques avec des signes radiologiques et la biopsie de l'intestin qui confirme le diagnostic. Donc c'est la biopsie qui va confirmer le diagnostic de la maladie de Crohn. C'est une maladie qui est un peu systémique, donc il y a plusieurs éléments pour poser le diagnostic. Ce n'est pas uniquement les éléments biochimiques. Donc, comme ça, on a terminé le chapitre de l'exploration biochimique de la digestion et de l'absorption. Donc, il nous reste 5 minutes, si vous avez des questions. Donc, pourquoi j'utilise 2 isotopes de cobalt et pas un seul? C'est tout simplement pour différencier donc, entre la vitamine B12 qui a été administrée seule et avec facteur intrinsèque. Donc, celle marquée à la 58, elle a été administrée seule. Donc, normalement, chez un sujet normal, elle va être absorbée parce qu'il y a le facteur intrinsèque produit par l'estomac chez un sujet sain. Donc, si on ne trouve pas de la vitamine B12 marquée à la 58 dans les urines, ça veut dire qu'elle n'a pas été absorbée. Et la seule cause qui peut empêcher, soit c'est le manque du facteur intrinsèque. C'est ce qu'on appelle l'anémie de Bière-Mère. Donc, le cobalt 57, c'est pour marquer la vitamine B12 qui a été administrée avec le facteur intrinsèque. Donc, si on ne la trouve pas, ça veut dire que ce n'est pas un problème de facteur intrinsèque parce qu'il a été administré, apporté de façon exogène. Donc, le problème, c'est dans la muqueuse intestinale et principalement, spécifiquement au niveau de l'ilion. Est-ce que vous avez compris? Le dexylose, pourquoi on l'utilise? Donc, il est disponible, c'est un sucre simple, donc c'est un os simple qui est absorbé directement, donc c'est pas spécifiquement parce que pour autre raison. Donc, on l'utilise parce que c'est l'utilisable, il est disponible. Les réactions immunologiques, est-ce que vous n'avez pas mentionné? Quelle réaction, mademoiselle ou monsieur? Quelle réaction? Dans la maladie cœliaque. Dans la maladie cœliaque, donc j'ai présenté l'essentiel de la maladie. Donc, on a dit qu'il y aura des réactions immunologiques. Donc, on a dit que c'est une entéropathie auto-immune. Donc, systématiquement.
Donc, elle est caractérisée par la présence d'auto-anticorps. Et ces auto-anticorps sont dosés pour poser le diagnostic de la maladie. Et chaque auto-anticorps, il est caractérisé par une certaine spécificité, une certaine sensibilité. Donc, dans le cours qui est disponible sur le blog, vous avez tout le détail. Mais cette présentation, c'est un résumé pour juste insister sur les points essentiels. Donc, vous avez le détail sur le cours complet qui est disponible sur le blog. Autre question, il reste 3 minutes. Il n'y a pas de questions? De rien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, je répète encore une fois. Donc, c'est un chapitre d'exploration biochimique de la digestion et de l'absorption. Digestion et absorption sont deux mécanismes qui ne sont pas dissociables. Donc, ils sont associés. Il faut intervenir trois organes, le pancréas exocrine, l'estomac et l'intestin. Donc, chacun participe de sa façon dans la digestion et l'absorption. Donc, c'est un cours qui a été avancé par rapport aux cours qui sont publiés sur le blog, donc par défaut de disponibilité d'enseignants. Donc, la présentation donc, par l'application Zoom, c'est une présentation qui est très résumée. Donc, c'est juste pour insister sur les points essentiels. Vous avez les détails avec explication dans le cours complet qui est disponible sur le blog BiocheMed. Vous avez sur le cours aussi l'adresse mail ma adresse mail, donc mon adresse mail. Donc, vous pouvez me contacter, m'envoyer des questions si vous avez des questions. La maladie de Crohn, ce n'est pas juste une inflammation du côlon. Donc, non, ce n'est pas juste une simple inflammation. Donc, c'est vrai, c'est une inflammation, mais il y a aussi d'autres perturbations. Donc, c'est une maladie qui est un peu compliquée. C'est vrai que c'est une inflammation, mais aussi d'origine immunologique, auto-immune, parce qu'elle est caractérisée par la présence des auto-anticorps. Très bien, donc la séance va se terminer dans quelques secondes. Merci pour votre attention, pour votre interaction et bon courage pour le reste de l'année.